Au cœur du Béarn, entre les Pyrénées et le Pays Basque, se cache un village pas tout à fait comme les autres. Derrière ces impressionnants remparts se raconte une histoire de roi, de guerre, de résistance et d'indépendance. Bienvenue à Navarinx, l'une des premières cités bastionnées d'Europe, construite un siècle avant Vauban et aujourd'hui classée parmi les plus beaux villages de France. Souvent considéré comme étant au centre du département des Pyrénées-Atlantiques, Navarinx est principalement traversé par le gave d'Oloron. L'histoire de Navarinx commence dès le XIe siècle. En effet, en 1060, on parle déjà de Navarinx. On fait mention de Nabarrensis. Centulle IV, vicomte du Béarn, agrandit la ville, qui à l'époque était une ville ouverte. C'est-à-dire qu'il n'existait pas de Navarinx en tant que forteresse comme nous la connaissons aujourd'hui. Pourtant, dès la fin de ce XIe siècle, un document atteste que Navarinx était déjà fortifiée. Elle disposait aussi d'un pont en bois, certainement dès le XIIe siècle. Ce pont a été d'une importance capitale pour Navarinx car il a permis à celle-ci de tenir un commerce. Il permettait aussi aux pèlerins, alors en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle, de traverser le gave d'Oloron. En 1289, le pont de Navarinx est transformé et rénové. Ainsi, le pont de bois devient pierre. Cette œuvre est l'initiative de Gaston VII Moncade, lui-même à l'origine du pont d'Orthès. Toujours dans la lancée, Navarinx devient une bastide en 1316 par Marguerite de Béarn, fille de Gaston VII Moncade. Navarinx devient donc une ville fermée par une enceinte de terre et une palissade. Elle conserve encore aujourd'hui son plan caractéristique avec ses rues rectilignes et sa place centrale. Depuis des siècles, pèlerins, marchands et voyageurs franchissent ses portes. Située sur la voie du Puy du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la cité reste une étape incontournable pour de nombreux marcheurs. Navarinx avait aussi un château nommé la Casterras en bord de ville, mais fut rasé pour la construction de la muraille. Les ruines de ce château vicomtal sont encore visibles aujourd'hui. Désormais, Navarinx est une bastide. Ceci constitue un premier virage dans l'histoire de la cité béarnaise. En 1385, Gaston Phébus, souverain bien connu de nos consciences collectives locales, effectue un important recensement sur son territoire. Cette petite information peut sembler anecdotique au premier abord, et en fait très intéressante. Ce recensement nous permet de connaître l'importance de certains villages en des temps plus reculés. Ainsi, nous savons qu'en cette année 1385, ce sont 85 foyers qui étaient présents à Navarinx. Environ 425 habitants. C'est pas mal pour l'époque. En 1538, la petite ville béarnaise continue de se renforcer. En effet, Henri de d'Albret, roi de Navarre, demande la construction des remparts que nous connaissons aujourd'hui. Ils seront réalisés par l'architecte Fabrizio Siciliano. La construction s'est achevée en 1547, soit 9 ans plus tard. Navarinx devient ainsi la première cité bastionnée de France. Bon, du moins, sur le territoire français actuel. Rappelons qu'en 1547, Navarinx n'est pas française. Pas encore. Pour superviser le tout, et en quelque sorte finaliser au mieux les remparts, sont construits un parapet et un chemin de ronde en 1549, soit 2 ans après la fin des travaux et 11 ans après le début de ces derniers. En 1785, Vauban était de visite à Bayonne et serait passé à Navarinx pour admirer les remparts. Il ne trouvera rien à modifier. Vauban, architecte très fameux, s'inspirait très largement des travaux de l'italien Siciliano. Petite anecdote. Avec près d'1,7 km de remparts, des bastillons, des fossés et des galeries souterraines, Navarinx devient la première cité bastionnée de France, ça, on l'a déjà dit. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que 1,7 km de fortification, c'est 200 mètres de plus que les remparts intérieurs de Carcassonne. Et derrière ces remparts,
y s'en cachent des trésors. La poudrière, par exemple, parfaitement conservée encore aujourd'hui, eh bien, autrefois, elle stockait les réserves de poudre nécessaires à la défense de la cité. Plus étonnant encore, les galeries de contre-mines permettaient de détecter et de contrer les tentatives d'infiltration ennemie sous les murailles. La fontaine militaire garantissait l'approvisionnement en eau même en cas de siège. Chaque pierre rappelle que Navarinx fut avant tout une ville de garnison. En 1550 débute la construction d'un monument on ne peut plus important pour Navarinx et les Navarrais, l'église Saint-Germain. Commencée sous Henri II de Navarre, finie sous Jeanne d'Albret, elle fut achevée en 1562, 12 ans plus tard. Cette église fut construite dans le but de remplacer l'ancienne, trop proche des murailles et donc rasée. En 1563, Jeanne d'Albret fait de l'église Saint-Germain un temple protestant. Or, seulement une petite partie de l'église était réservée au culte, le reste du bâtiment servant à stocker des munitions et des poudres, à des fins militaires donc. Bien plus tard, en 1620, Louis XIII, fils du bon roi Henri, petit-fils de Jeanne d'Albret, fera de cette église une église catholique. Il assistera d'ailleurs à la première messe catholique dans cette église depuis 1563, soit 57 ans auparavant. En 1790, dans cette même église, se déroule le vote pour désigner le chef-lieu départemental des Basses-Pyrénées. Navarinx est élu, et à la fin de cette même année, Navarinx est destitué au profit de Pau. Oui, Navarinx, à un moment donné, a été chef-lieu départemental. Sa situation et son importance ont souvent fait des envieux. En effet, Navarinx a ainsi connu 2 sièges. Le premier d'entre eux eut lieu en 1569. Le roi de France, Charles IX, envoie des troupes à Navarinx afin de récupérer à son profit la citadelle. Alors ultramoderne, pour l'époque, la cité bernaise a pu abriter les protestants bernais durant toute la durée du siège, et ces derniers ont donc résisté en attendant les renforts. Ces derniers ont d'ailleurs infligé une bien belle défaite aux catholiques. Ce siège a duré de mai à août 1569. Ce fut d'ailleurs le siège le plus important que Navarinx ait connu. Un second eut lieu en 1814. Des troupes napoléoniennes en retraite d'Espagne furent encerclées à Navarinx par des Anglo-Portugais de Wellington. En effet, on ne peut parler de Navarinx sans mentionner son histoire gravée dans la pierre, dans ces pierres. Mais Navarinx, ce n'est pas seulement une histoire, c'est aussi une identité. Navarinx est très rural, mais possède tout de même une activité artisanale d'importance, une ancienne fabrique de cigares, une agriculture omniprésente. Navarinx a aussi longtemps été surnommée la capitale mondiale de la pêche au saumon. C'est dire. En 1950, le premier championnat du monde de pêche au saumon donc s'y déroula. Encore aujourd'hui, pêcheurs, kayakistes et amoureux de nature profitent de ce cadre exceptionnel. En vous promenant dans Navarinx, ouvrez l'œil. Vous découvrirez l'église Saint-Germain, la maison de Jeanne d'Albret, les anciennes casernes, ou encore, et j'ai un petit faible pour elle, la majestueuse porte Saint-Antoine. Chaque rue, chaque façade, chaque pierre témoigne de plusieurs siècles d'histoire béarnaise. Navarinx, c'est bien plus qu'un joli village. C'est un livre d'histoire à ciel ouvert. Une cité qui en a vu passer des choses, des rois de Navarre, les guerres de religion, les pèlerins de Compostelle, les soldats bien sûr venus défendre le Béarn. Aujourd'hui, ces remparts continuent de raconter cette aventure exceptionnelle à celles et ceux qui prennent le temps de les parcourir. Si vous ne connaissez pas encore Navarinx, il est peut-être encore temps de franchir ses portes. Ici, l'histoire n'est jamais très loin. C'était pour moi une vidéo très particulière, car c'est de Navarinx que vient la branche paternelle de ma famille. De cette émotion, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte
du patrimoine béarnais.